Bonjour et bienvenue ici à la Maison de la Radio au foyer C pour cette conférence, cette table ronde autour des nouvelles consommations du sport. Alors ça tombe bien puisque il y a 48 heures, il y avait eu il y a un événement, le GP Explorer, troisième édition, cette course automobile créée par Squeezie avec rappeurs, créateurs de contenu. Près de 200 000 spectateurs en 3 jours et beaucoup de moins de 30 ans, un carton historique sur Twitch, une diffusion là aussi historique sur la télé classique France 2 avec une audience de plus d'1,5 million, 1,2 million de téléspectateurs. C'est plus même que le Grand Prix de Formule 1 à Singapour qui se déroulait le même jour, même si on compare une chaîne payante et une chaîne gratuite, mais c'est un chiffre symbolique et marquant. C'est pas le seul événement qui a été créé par des streamers, puisque ces dernières années, on a eu notamment le Déter Fight lancé par Rebeu Déter avec ce gala de boxe à la Paris Défense Arena, l'Eleven All-Star aussi, imaginé par Gérard Piquet, adapté en France par Amine Mathieu, qui a opposé donc des créateurs de contenu français et espagnols sur un match de foot. Le monde du sport est en pleine évolution, en pleine révolution peut-être. Ces dernières années, les sports historiques sont de plus en plus challengés pour attirer un nouveau public, des nouveaux formats. On a parlé aussi de la Kings League, du foot à 5, où on a pimenter un peu les règles pour attirer un nouveau public, des nouvelles narrations pour mettre au goût du jour des disciplines parfois plus que millénaires, comme les échecs, on en parlera, et des nouvelles disciplines inspirées de jeux existants de notre petite enfance, ou des créations qui mélangent plusieurs sports. Et pour en parler avec nous, trois invités prestigieux. Je vais commencer par Julien Song, qui est à droite, maître international d'échecs, ancien membre de l'équipe de France, créateur de contenu. Alors en termes de chiffres, c'est assez impressionnant, puisque vous avez, j'ai vérifié ce matin, 682 000 abonnés sur YouTube, 493 000 sur TikTok, 316 000 sur Instagram. Donc on est à plus d'1 million tout cumulé, même si parfois ça se recoupe. Et les échecs, c'est plus qu'un jeu, puisque depuis 2022, c'est reconnu comme un sport, fédération sportive, avec une augmentation des licenciés. Juste à côté, Loïc Ascarino. Bonjour Loïc. Bonjour. Directeur sportif et licence du Chess Tag. Alors le Chess Tag, c'est un mélange de deux disciplines. C'est le jeu du chat et de la souris qu'on connaît, et aussi un mélange de ce jeu du chat et de la souris. Il y a un parcours d'obstacles pour là aussi pimenter cette discipline. Et Maxime Villalongue, country manager et event producer de Hyrox France. Bonjour. Bonjour. Depuis 2023, votre rôle, c'est de développer cette discipline qui est en plein essor en France. Elle a été créée en 2017 en Allemagne, et avec des événements qui se multiplient un peu partout dans le monde. En France, 6 événements, dont notamment un qui a beaucoup marqué à Paris, au Grand Palais. Première question commune à tous pour lancer cette table ronde. Est-ce qu'il est nécessaire d'être dans le show, dans le spectacle, pour attirer un nouveau public? Qui veut prendre la parole en premier? Oui, je peux commencer, parce que je pense que les échecs, on est en plein dedans. Hier ou avant-hier, on a le numéro 2 mondial, Hikaru Nakamura, qui a battu le champion du monde d'échecs, Gukesh. Et quand il l'a mis échec et mat, il a pris son roi et il l'a balancé dans la foule. Et là, du coup, ça a fait beaucoup de vues sur les réseaux. Et la question, bien sûr, que tout le monde se pose dans le milieu des échecs, c'est est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Ok, super chaud, et ça met en avant les échecs, mais est-ce qu'on n'a pas franchi la ligne rouge? Normalement, c'est interdit. Il faut imaginer qu'un tournoi d'échecs, dans la tradition pure, il y a un silence total. Le premier qui parle, il est expulsé de la salle. Là, il y a carrément le numéro 2 mondial qui a pris le roi de l'adversaire et l'a balancé dans la foule qui a crié de joie, quoi, quand elle a vu le roi balancé comme ça, signe de capitulation, quoi. Et il y a un débat sur est-ce qu'il faut qu'on respecte la tradition, ou est-ce que les échecs, pour se développer, doivent aller davantage vers ce genre de show. Donc on est en plein dedans, en tout cas, nous. Et votre position? Moi, je suis pour le show. Loïc, peut-être, pour le chess tag? Alors, pour le chess tag, on est un sport qui est très jeune, et donc évidemment, nous, ça a été important de penser au spectacle,
pour attirer des gens. On a évidemment une force de frappe moins importante que des sports plus établis. Et donc on a dû aller chercher des façons de se démarquer. On s'est beaucoup inspiré notamment de l'UFC et de leur scénarisation et de la scénographie aussi de ce sport. Et je pense que ces nouveaux sports du coup, qui viennent avec ce besoin de créer du spectacle, peut-être forcent les anciens sports à se réinventer pour pas forcément se faire dépasser sur le côté. Et vous parliez justement de l'UFC, qui est marqué par un octogone, qui est un peu la scène. Vous, votre octogone, c'est ce qu'on appelle un quad, c'est ça? Décrivez-nous un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, le quad en chess tag, c'est une arène qui fait 12 mètres par 12 mètres. C'est un carré avec des obstacles à l'intérieur qui sont tous en acier galvanisé, en bois. Il n'y a pas de structure en mousse. Et c'est tout le temps la même structure, c'est tout le temps la même arène, tout le temps le même terrain pour que des automatismes se créent auprès des athlètes. Et donc, c'est simplement un quad. Le quad, c'est l'ancien nom, en fait, en vieil anglais, d'une aire de jeu, simplement. Donc, on est sur un jeu de chat et donc on a une aire de jeu, simplement. Vous disiez à l'instant que ça poussait peut-être les sports traditionnels à se réinventer. L'Aerox, c'est un mélange de sports déjà établis. Et vous avez apporté une dimension hybride, déjà rien que dans le nom. Là aussi, la dimension spectacle est nécessaire justement et a permis cet essor de cette discipline assez récente. Tout à fait, nous on vise à chaque événement à faire vraiment un vrai spectacle, une expérience assez unique à chaque fois. On n'est pas un sport... les événements ont lieu tous les 2-3 mois, donc si à chaque fois on fait la même chose et que c'est assez répétitif, rébarbatif, on risque de pas attirer du monde. En faisant des vrais shows à chaque fois, on s'assure à chaque fois de réinventer l'expérience et d'attirer encore plus de monde. Et le Grand Palais fait partie de ce circuit qu'on essaie d'établir, comme on l'a fait à Berlin, Tempelhof sur un aéroport, comme on l'a fait à Miami sur la plage. On essaie toujours d'apporter un peu plus. Rappelez-nous, l'Aerox, c'est un mélange donc de course à pied et de ce que vous appelez des mouvements fonctionnels. En gros, c'est quoi? Alors, on dit mouvement fonctionnel, on ne dit pas CrossFit. Course à pied, mouvement fonctionnel, c'est un mouvement fonctionnel, on le définit par un mouvement qui peut avoir une fonction dans la vie quotidienne. Je porte mes courses, typiquement j'ai le pack de course dans les mains, ça peut ressembler à ce qu'on fait en compétition. Je pousse un chariot, ça peut ressembler à un caddie de course aussi. Je monte des escaliers, c'est des mouvements assez simples, reproductibles tous les jours. Alors, ce sont des sports aussi qui sont très populaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que le canal de diffusion, quelque part, structure nécessairement la discipline? C'est-à-dire, est-ce que, pour être visible sur TikTok, sur des shorts, finalement, on doit adapter les règles pour pouvoir impacter et toucher le grand public? Loïc, peut-être? Alors, je vais parler de ce que je connais, le chase tag. On est sur un sport qui a été créé en 2016, donc c'est très jeune, à l'opposé des échecs, je te laisse en parler beaucoup plus. Donc nous, forcément, on a réfléchi au canaux de diffusion. Et le chess tag, dès le départ, c'était pensé. Donc un match, c'est 16 poursuites de 20 secondes. Donc 20 secondes, c'était idéal pour des contenus short, TikTok, Instagram, ce genre de choses. Un match, ça dure environ 10 à 15 minutes, ce qui en 2016 était parfait pour YouTube. Aujourd'hui, on est obligé de cumuler plusieurs matchs pour que, en termes de watch time, ça colle et qu'on puisse continuer à grossir. Et quand on met plusieurs matchs ou quand on fait un montage un peu plus complexe, on arrive sur des épisodes télé de 45 minutes à 50 minutes, ce qui nous a permis d'obtenir une diffusion dans pas mal de pays sur le chess tag. Donc on a vraiment essayé de toucher chaque canal de distribution avec le format du sport. Stratégie équivalente, différente, parce que vous, c'est un peu différent avec un sport qui est installé depuis de très nombreuses années. Ouais, nous, il y a différents éléments qui participent à créer des événements qui sont dédiés pour les réseaux. Le premier, par exemple, il y a eu la Coupe du Monde e-sport en Arabie Saoudite en juillet ou août dernier. Et pour la première fois, les échecs étaient dedans. Et par exemple, passer sur le e-sport, c'est important parce que sur un échiquier réel, quand il reste plus qu'une ou 2 secondes, les pièces peuvent tomber. Et du coup, ça peut créer des problèmes d'arbitrage. Quand on joue sur un PC, en fait, il n'y a aucun souci par rapport à tout cela. Et on peut jouer limite, je sais pas moi, 3, 4, 5 coups avec juste une seule seconde à la pendule parce qu'on est sur la souris. Et tout ça, ça permet d'accélérer la cadence de jeu. Et donc, c'est quand même mieux adapté à montrer quelque chose de très dynamique sur les réseaux sociaux, notamment les formats courts, verticaux, TikTok par exemple. Puis même de manière générale, même quand c'est sur un échiquier réel, maintenant, les cadences de jeu, on les accélère
À l'époque de Bobby Fischer, Garry Kasparov, les grands champions du passé, un match d'échecs pouvait durer 4 heures, 5 heures. À l'époque de Botvinnik, champion du monde, je ne sais plus, 1960, des fois les matchs duraient sur 2 jours. Une seule partie d'échecs pouvait durer 2 jours. Aujourd'hui, on va vers des cadences où max la partie va durer peut-être 10 minutes. Par exemple, la partie où le numéro 2 mondial a balancé le roi du champion du monde, c'était une partie qui durait 2 minutes. Chacun avait 1 minute à la pendule et on était sûr qu'en 2 minutes, ça allait se stopper. Donc on va vers une accélération des cadences de jeu. Et tout ça, effectivement, c'est pour avoir des petits formats courts sympas, où par exemple, quand le numéro 2 mondial, et la spécificité des échecs, c'est que par exemple, ce numéro 2 mondial qui s'appelle Hikaru Nakamura, il est aussi créateur de contenu sur les échecs, avec des millions d'abonnés. C'est assez phénoménal ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est à la fois numéro 2 mondial, joueur top niveau, et en même temps l'un des plus gros créateurs, je ne sais pas comment il fait, parce que normalement c'est 2 métiers différents, mais quand il balance le roi, il le sait qu'il le fait pour les réseaux. Et il sait que ça va être clippé, et il sait que ça va faire des millions de vues, il le fait volontairement. Donc il y a aussi des fois les joueurs qui vont adopter des comportements qu'ils n'auraient peut-être pas eu avant, parce qu'ils savent que ça va finir sur les réseaux, ou peut-être que vous l'avez vu, j'imagine beaucoup d'entre vous, il y a quelques mois, Magnus Carlsen, il a tapé du poing sur la table contre le champion du monde, et ça a fait tomber toutes les pièces. Il sait que ça va finir sur les réseaux. Donc il y a aussi des comportements qui sont faits, des fois de façon volontaire ou pas, parce qu'on sait que ça va finir sur TikTok, sur Instagram, etc., et générer des vues. Pour l'Aerox, comment on raconte une histoire pour essayer d'impacter sur les réseaux autour de cette discipline? Alors nous, on ne l'a pas créé, c'est aussi un sport assez récent, de 2017. On ne l'a pas créé pour ça. Mais au final, on se rend compte que c'est vachement télévisuel. Alors, surtout sur YouTube, les champions qui passent, une course va durer entre 50 et 1 heure maximum. Et comme ça s'enchaîne très vite, les mouvements sont toujours différents, finalement ça passe assez bien à la télé. Et on se prend très vite au jeu de regarder les champions passer. Là, on travaille beaucoup sur la façon dont on scénarise sur chaque événement, les prises de vue. Alors, je ne sais pas les termes techniques, mais les grands bras, les grandes caméras qui arrivent du ciel, on a un peu de ça aussi. Ça passe bien. Aujourd'hui, en live sur YouTube, on arrive à faire des centaines de milliers de vues à chaque fois en live, donc ce qui est plutôt pas mal. On a des télés qui viennent nous voir, des productions qui essaient de rentrer avec nous. On est en train de structurer vraiment la chose avant de pouvoir passer à l'étape d'après. Mais en tout cas, point de vue viewers, ça passe très bien pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. Le chess tag, ça passe aussi très bien au niveau de la télé, puisque je crois que c'est très populaire aux États-Unis et que ESPN porte cette discipline qui touche beaucoup d'Américains. C'est ça, Loïc, hein? Alors le chess tag, pendant la pandémie de Covid, en 2020, on a été contacté par un fonds d'investissement qui s'appelle Tupelo Oni et qui appartient à Gray Television. Donc c'est la 2e boîte de production aux États-Unis qui a investi dans le chess tag et qui du coup nous a permis de rentrer chez ESPN et d'être syndiqué aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est syndiqué, nos contenus peuvent être pris par toutes les télés d'État, toutes les chaînes d'État. Et donc on touche aujourd'hui 92 à 95% des foyers américains qui sont exposés au chess tag, soit sur ces chaînes de télé, soit avec des plateformes OTT, donc dans les bars, dans les aéroports, ce genre de choses. Et est-ce que la clé finalement du succès, ce n'est pas aussi la simplicité des règles? Est-ce qu'il y a un besoin aussi de faire de la pédagogie encore plus pour attirer un nouveau public, surtout dans des disciplines qui ont peut-être une image un peu intello comme les échecs, Julien? Ouais, justement dans le match qui a eu lieu là récemment, en fait, il y a eu une nouveauté, c'est que il était interdit d'abandonner. Et c'est marrant parce que entre 2 grands maîtres, quand ils jouent, s'il y en a un qui abandonne trop tard, l'autre va le voir comme un manque de respect. Il va se dire, attends, c'est clair que là je vais te battre, tu pourrais me respecter un minimum et abandonner. J'ai le niveau suffisant pour te battre, tu le sais, je le sais, abandonne. Et quand on abandonne trop tard, par exemple, contre un grand maître, c'est vraiment un manque de respect. Pourtant, dans le match qui a eu lieu il y a quelques jours entre l'Inde et les États-Unis, ils ont décidé que c'était interdit d'abandonner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de matchs d'échecs
où le grand maître abandonne et en fait les débutants se disent bah, j'ai pas compris pourquoi il a abandonné. Et donc en fait on a décidé de forcer l'issue des matchs jusqu'au dernier coup, jusqu'à l'échec et mat, pour que ça devienne évident pour tout le monde et le grand public que ah ok, bah là il y a échec et mat, je le vois de mes yeux. Et donc pour moi c'est clair, c'est très simple, c'est très visuel et finalement ça rend ça plus pédagogique et plus compréhensible pour tous. Donc là c'est une petite évolution qui a été testée la semaine dernière et si ça plaît, peut-être que ce sera généralisé à l'ensemble des compétitions. La simplicité, Loïc, aussi, c'est ce qui fait la force du chess tag, parce que finalement, tout le monde a joué au jeu du chat et de la souris. Tout à fait, je pense que n'importe qui voit du chase tag à la télé, sur YouTube, sur Instagram, n'importe où, comprend tout de suite. Il y a 2 joueurs, il faut toucher l'autre, on a une zone limitée et on a un temps limité. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Il y a des choses plus profondes pour celui qui a envie de s'intéresser, de comprendre les tactiques, comprendre la méta, comprendre les pairings, qui ont fait jouer face à qui, comment est-ce qu'on gère le repos, ce genre de choses. Donc celui qui veut s'intéresser a suffisamment de profondeur et de choses à apprendre pour pouvoir rester et s'intéresser dans la discipline. Mais de prime abord, on est capable en 10 secondes de comprendre ce jeu-là. Ce qui n'est pas forcément le cas de certains sports traditionnels qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus obscurs quand on n'est pas de cette culture-là. Moi, je viens de Lyon, c'est plutôt une terre de football. On en parlait ensemble. Le rugby, par exemple, moi, je pense que ça qui est écrit aujourd'hui, ce serait très difficile à faire percer. C'est très complexe pour des gens qui ne connaissent pas. Pourquoi une mêlée, pourquoi on arrête, pourquoi on reprend, pourquoi on fait pas d'en avant. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il faut beaucoup de culture, beaucoup d'informations avant même de commencer peut-être à apprécier ces disciplines-là. Ce qui est, je pense en tout cas, pas le cas du chess tag. Et je pense que les échecs, il faut aussi un formidable travail de pédagogie pour faire rentrer les gens, en plus d'une barrière à l'entrée qui est presque nulle pour les échecs, avec maintenant une application téléphone, je suis dans le métro, je peux jouer, ça prend littéralement 2 secondes. Le chess tag, c'est une marque commerciale comme Hyrox. Est-ce que finalement, c'est peut-être un modèle qui est amené à se développer pour l'avenir, pour attirer un nouveau public, sachant que finalement, c'est vous qui créez les règles et il y a un peu plus de souplesse. Est-ce que finalement, ce modèle un petit peu atypique, qui n'est pas celui de sport adossé à des fédérations comme les échecs, tout à l'heure Julien parlait de petites adaptations, finalement, est-ce que ce n'est pas une force d'être dans des nouvelles disciplines pour pouvoir adapter très régulièrement et coller aux usages des publics ? Le mot d'ordre chez nous aujourd'hui, c'est pas d'adapter. On veut rester comme on est. Et l'idée est de standardiser au maximum. La course de Paris est la même que la course de New York, la même que Dubaï. Et on a même encore plus loin l'envie d'être sport olympique un jour. Et sans cette standardisation-là, sans cette adaptabilité mondiale du format, on ne pourra pas y arriver de suite. Donc si on veut vraiment y arriver un jour, et le plus rapidement possible, c'est justement de rester sur ce format fixe et justement permettre, comme il a été fait, il a été pensé pour que chacun puisse y prendre part. Donc dès aujourd'hui, on est déjà ouvert à tous les profils, que ça aille de 16 ans à 80 ans. On a vu des 82 ans à Paris-Grand-Palais, on a vu beaucoup de jeunes de 16 ans qui sont là aussi. Des personnes enfants, des personnes débutantes, des personnes aguerries. Et c'est ça la beauté de Hyrox, c'est que comme marathon, on peut avoir Kipchoge qui part au départ du marathon de Paris et moi qui essaie de le finir en 4 heures. C'est les 2 personnes se retrouvent sur le même départ, mais finalement des profils totalement différents. Donc c'est une chance, on a créé quelque chose qui s'adapte à tout le monde, mais l'idée c'est de le garder tel quel et de ne pas le faire évoluer tant que ça. Donc on parlait de la clé de la simplicité des règles. Là, à l'instant, vous parlez aussi de l'universalité et toucher un petit peu tous les publics. Alors le hasard fait que cette table ronde est composée que de garçons. Alors la question aussi qui vient derrière, c'est où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Est-ce que ces nouvelles disciplines touchent aussi un public féminin ? Sur les échecs, je crois savoir qu'on n'y est pas complètement, Julien. On n'y est pas du tout sur les échecs. Moi, je suis suivi sur les réseaux sociaux par 90% d'hommes. Donc c'est un jeu qui est très masculin. Il me semble qu'au niveau des licenciés de la Fédération française des échecs, il y a un plafond de 20% de féminines qu'on a du mal à dépasser. Et pourquoi ? Pas facile. Mais effectivement, bon, il y a des initiatives qui sont lancées. Par exemple, notamment,
Alors c'est quelque chose qui souvent surprend les gens dans les vidéos que je mets, qui évoquent ce sujet. Souvent on met en commentaire pourquoi, comment c'est possible. Aux échecs, on a un circuit mixte et on a un circuit féminin. Donc souvent les gens se posent la question, mais pourquoi il y a une séparation homme-femme et pourquoi on fait ça alors que c'est les échecs, il n'y a aucune raison qui pourrait le justifier d'un point de vue intellectuel, etc. Donc ça surprend, et bien sûr il n'y a aucune raison qui le justifie, et c'est pas un circuit homme et un circuit femme, c'est un circuit mixte et un circuit femme. Donc les femmes peuvent jouer dans la catégorie mixte, par contre les hommes ne peuvent pas jouer dans la catégorie femme. Et l'idée, par exemple, avec ce double circuit, c'est de créer des financements dédiés, des prix dédiés pour soutenir les échecs féminins. Et du coup, ça peut rendre la carrière d'une top joueuse beaucoup plus viable financièrement que s'il n'y avait qu'un seul circuit mixte. Donc ça, par exemple, c'est un exemple d'initiative qui est lancée, qui existe depuis longtemps, mais il y a encore beaucoup à faire, c'est sûr, parce que moi j'aimerais bien être suivi par 50% d'hommes et 50% de femmes, et non pas 90% d'hommes, quoi. Dans le chess tag, Loïc, on y est à la parité? Alors je vais répéter quasiment pareil que Julien. Le chess tag, c'est une discipline qui initialement est mixte. Donc jusqu'à 2022, on n'avait que des tournois, des championnats mondiaux mixtes par équipe, dans lesquels on avait en réalité 99,9% d'hommes. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une division féminine. Les derniers championnats du monde, on avait donc une division mixte avec 16 équipes et une division féminine avec 6 équipes. Moi j'ai le sentiment que si on arrivait à faire passer les femmes dans la division mixte, ça aurait peut-être plus d'impact en termes d'image que de les cantonner à une division féminine, même si elles peuvent y aller. Mais aujourd'hui les meilleures joueuses décident de rester en division féminine, peut-être parce que forcément c'est un peu plus facile, mais je pense qu'elles auraient largement leur place en division mixte. Au niveau des clubs, on a en général entre 30 et 35% de femmes sur ce qui nous est remonté. On a certains clubs qui sont à la parité, c'est très rare, mais on est autour de 30-35% de femmes qui rejoignent le chess tag et qui viennent découvrir. De prime abord, c'est un sport qui est très explosif, très intense, qui peut ne pas être peut-être adapté parfois aux préjugés qu'on peut avoir de ce que peuvent faire les femmes par rapport aux hommes. En réalité, on voit que les personnes qui performent le mieux en chess tag, c'est pas forcément celles qui ont les meilleures capacités athlétiques uniquement. Il y a vraiment une dimension, alors je vais à chaque fois coller avec les échecs, mais un peu de parcours et d'échecs. C'est-à-dire qu'il faut comprendre si je vais à gauche, où est-ce que tu vas aller, si je vais à droite, où est-ce que tu vas aller, comment j'approche, comment je sors, comment je maintiens la distance. Et donc toute cette lecture de jeu, cette anticipation, cette compréhension de la méta, il y a des femmes aujourd'hui qui sont largement au niveau du top 10 hommes en termes de performance, qui jouent sur des compétitions amateurs, d'exhibition, des compétitions ou en entraînement dans les salles, qu'on voit performer mieux que certains hommes qui arrivent presque parfois en finale de championnat du monde. Mais elles n'ont pas encore fait le pas de venir jouer en division mixte, elles restent en division féminine. Moi, ça me frustre un petit peu, mais on commence du coup avec ce championnat féminin à ajouter de l'exposition, montrer que c'est possible, peut-être inspirer des futures joueuses à vouloir rejoindre parce qu'elles le voient aussi à la télévision, sur nos programmes télé. Et on a du mal, en termes de production, à le positionner correctement. C'est-à-dire que quand on le positionne, la compétition féminine avant la division mixte, on a des plaintes parce que en fait, c'est le pré-show et c'est moins important que le reste. Si on le met après, on a des plaintes parce que finalement, en fait, le public est déjà parti et donc ça plaît peut-être moins. Si on le met au milieu, en fait, c'est pour remplir le trou. Et donc c'est compliqué de comprendre comment le placer pour qu'on donne la vraie place au sport féminin, qu'on permette aux gens qui le regardent de l'apprécier et de vouloir rejoindre et de vouloir finalement rejoindre l'aventure et jouer au chess tag. C'est quoi le discours, Maxime, pour convaincre monsieur et madame tout le monde de faire de l'Aerox? Parce que lorsqu'on voit les images, on voit des hommes et des femmes assez puissantes qui font des grosses performances, et on peut se dire que c'est pas pour soi, quoi. On peut se le dire. Alors nous, on a une chance, en effet, c'est qu'on a quasiment parité homme-femme sur chaque compétition. Et là, on a vu la vraie évolution, c'est sur le compte Instagram. On a été suivi au début par environ 42% de femmes il y a 2 ans. On a mis un gros focus pour essayer d'avoir le maximum de femmes qui suivent nos contenus. On est arrivé à 48% il y a encore un mois. Donc on est assez content sur cette parité-là. Et alors les images peut-être ne montrent pas assez monsieur et madame tout le monde, et peut-être que des personnes trop plus musclées que les autres, on va dire. C'est pas le cas du tout. On essaie en tout cas, c'était nos vrais cheval de bataille, c'est de mettre en avant le maximum de profils, parce que tous les profils se retrouvent. Quand je dis des jeunes, des vieux, des enfants, des pas enfants, tout le monde se retrouve.
Et c'est ça qui est assez incroyable. Les catégories, elles montent jusqu'à quel âge? 80 ans. Ah oui. Ouais, on a de 16 à 80. Et on a vraiment de tous les âges qui sont là, tout type profil. Et c'est assez incroyable à voir. Et en fait, avant les compétitions, les communautés se créent dans les clubs de sport. Il suffit qu'une personne soit sportive, de façon assez classique, un peu de course à pied, un peu de bootcamp, un peu de musculation, pour qu'elle ait envie de prendre part à Aerox, qui est finalement ce regroupement de toutes ces activités un peu complètes qu'on fait déjà tous un peu en salle de sport à Paris. Et ouais, c'est comme ça qu'on attire. On montre des choses aussi qui sont des histoires. L'avocat qui va faire son Aerox, le comptable ou la comptable. Et c'est ces mises en avant qu'on a essayé de faire sur notre compte Instagram qui arrivent à attirer les profils. Et aussi, on a un truc, qui est un vrai outil, c'est qu'on a plusieurs divisions. On a les hommes, on a les femmes, on a les duos mixtes, on a les duos femmes ou duos hommes. Les duos mixtes, ça a aidé beaucoup de femmes à s'y mettre. Ça a un peu enlevé l'appréhension. On n'y va pas tout seul, donc ça a nous aidé. Et ça nous a vraiment permis de mettre beaucoup de monde, beaucoup de femmes à passer le cap. Vous parlez des clubs de sport. Les clubs d'échecs, on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes. A priori, les nouveaux adhérents, c'est 80% de jeunes. Julien, c'est dû à quoi justement cet engouement vis-à-vis de ce sport? Je pense que le premier facteur, c'est clairement l'explosion du contenu échec sur les réseaux sociaux, notamment les formats courts verticaux. Si vous voulez, il y a quelques années, il y avait essentiellement juste les joueurs du top mondial. Et vraiment, il y a cette catégorie des créateurs de contenu qui sont apparus. Et au niveau anglophone notamment, on a une dizaine de créateurs de contenu échecs, Gotham Chess, et après beaucoup de filles, Anna Kramling, les sœurs Bottez, etc., qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux et qui sont devenus des superstars des échecs, alors qu'ils sont très très loin du niveau du top mondial. Et en fait, tout ce contenu qui émerge sur TikTok, sur Instagram, ça touche énormément les jeunes, qu'on voit beaucoup pratiquer. Et ensuite, on voit l'émergence de nouvelles façons de jouer aux échecs qui n'étaient pas présentes auparavant. Et le truc, c'est qu'il y a une petite catégorie de lieux qui a émergé et qui n'existait pas avant. C'est les lieux comme les bars d'échecs pour jouer sans forcément être licencié. C'est-à-dire que, par exemple, au cours de l'année passée, très souvent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une explosion du jeu en ligne, notamment sur les sites de jeux comme chess.com, qui est le numéro 1. On a eu une hausse de 140% de la pratique francophone sur chess.com, mais sur la même période, la hausse des licenciés à la Fédération française, elle a été que de 5%. Donc en fait, on a énormément de jeunes, et notamment parce qu'ils sont nés un peu avec le portable, les réseaux sociaux, etc., les applications. On a beaucoup de jeunes qui se lancent sur chess.com, mais ensuite, quand il s'agit de franchir le pas d'un club d'échecs, là, c'est plus difficile. Parce que les clubs d'échecs, ils n'ont pas forcément pignon sur rue, et puis c'est très engageant, quoi. Aller prendre une licence, c'est un gros move, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de bars d'échecs qui émergent. Il y a une structure qui s'appelle Chess Bar, notamment, qui va aller mutualiser, on va dire, un petit peu tous les bars qui existent en France et leur proposer des partenariats, leur fournir le matériel d'échecs pour qu'ils organisent des compétitions d'échecs. Pour eux, c'est du pain béni parce qu'en fait, ils remplissent leur lieu avec des nouveaux événements qui touchent un nouveau public. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, je vais peut-être pas prendre la licence, mais aller dans un café ou dans un bar, jouer aux échecs, bah, c'est sûr que je vais passer un bon moment, et puis je ne me suis pas engagé dans une licence qui coûte 50 €, etc. Je passe juste une bonne après-midi, une bonne soirée, et finalement, là, on va aller toucher un nouveau public qui n'était pas présent et qui est aussi plus jeune qu'auparavant, même si les échecs restent toujours un jeu intergénérationnel. Moi, par exemple, je fais autant de vues sur TikTok que sur Facebook.
Et ma première tranche d'âge sur Facebook, c'est les 35-45 ans. Et sur TikTok, c'est les 14-17 ans. Donc ça reste quand même un jeu qui est très intergénérationnel. Et les vidéos sont vues par ces tranches d'âge différentes, alors que c'est les mêmes. Donc ça reste très intergénérationnel, quoi. Julien, vous êtes à côté de deux représentants de disciplines qu'on peut qualifier de mixtes. Il y a aussi une pratique échec un peu originale qui mélange la boxe et les échecs, le chessboxing. C'est un levier de développement aussi pour vous, pour gagner peut-être un nouveau public? Ouais, c'est vachement intéressant. Alors moi, j'ai fait une initiation avec un triple champion du monde de chessboxing français qui a été vachement sympa avec moi. Il m'a pas assommé en 2 secondes. Et du coup, je me suis dit que c'était sympa le chessboxing. Après, j'en ai refait une autre fois avec un pote. Mais entre potes, le problème, c'est que l'autre veut juste vous défoncer. Et du coup, il m'a blessé. Donc, je suis pas sûr que je suis fait pour ça. Mais la discipline, je l'ai adorée. Parce qu'en fait, ça va mixer des publics différents. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui seraient jamais allées à la boxe si c'était que la boxe. Mais vu qu'il y a la clé d'entrée des échecs, ils se disent « Ok, pourquoi pas essayer ?» Et à l'inverse, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Bah, j'aurais jamais joué aux échecs, mais vu que de base je suis boxeur, pourquoi pas mélanger les deux ?» Juste pour clarifier, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le chessboxing. Ouais. En gros, c'est une discipline où il y a un round d'échecs, ensuite un round de boxe, un round d'échecs, un round de boxe. Si on est KO à la boxe, on perd le match en entier. Si on prend échec et mat, on perd le match aussi en entier. Ouais. Et effectivement, ça vient toucher de nouveaux publics. C'est un mélange, c'est un peu comme l'Irox, quoi. On est un peu plus violent, ouais, c'est ça, Maxime. Ah oui, là on se fait mal. Intéressant. Nous on se fait du bien, c'est cool. Tout seul. Et voilà. Le fait justement d'avoir créé cette nouvelle discipline donc, qui allie mouvement fonctionnel et running, est-ce que ça a finalement challengé un peu le monde de la course à pied, le running? Est-ce que ça attire particulièrement des runners qui se frottent à cette nouvelle discipline qu'est l'Irox? Alors tout à fait, parce que les meilleurs Irox, c'est donc 1 km de course, un exercice, répété 8 fois. On passe plus de temps à courir, on a 8 km de course qui vont prendre environ 35-40 minutes, qu'à faire des exercices. Donc les coureurs sont les plus avantagés pour cette discipline. Et lorsqu'on leur a fait comprendre ça, parce qu'un coureur, lui faire faire des burpees, du rameur ou pousser des poids, il n'a pas envie du tout. Quand on l'a fait comprendre ça, il y a eu un côté un peu égo qui est intéressant. Et finalement, ils sont revenus, ils ont adoré les runners, les triathlètes, beaucoup aussi. Et on le voit, ils sont les meilleurs triathlètes, très bons, plus que runners d'ailleurs. Mais en effet, aujourd'hui, tout le monde vient essayer. Les boxeurs, bientôt les échiquiers. Comment on dit quelqu'un qui fait de l'échec? Un joueur d'échec, voilà. Un joueur d'échec. Un chase tiger. Chaser, pardon. Tout le monde vient et c'est ça qui est assez cool. Loïc, comment on fait pour justement émerger lorsqu'on est une nouvelle discipline, sachant que c'est un milieu qui est de plus en plus concurrentiel parce qu'il y a les disciplines historiques. Vous arrivez, il faut se faire de la place, se faire connaître. C'est quoi les leviers de développement pour une nouvelle discipline comme le chase tag? Nous, on cherche encore les réponses. On est au tout début de ce parcours-là. On arrive à rentrer dans plusieurs pays, être à la télé, à être vu sur les réseaux. Mais je pense que si je demande aux gens qui sont dans l'audience chase tag dans la rue, si je vous disais juste chase tag, ça parle peut-être à personne. J'ai la prétention de croire que si on montrait une image ou une vidéo de 5 secondes, tout le monde aurait dit je l'ai déjà vu ou je l'ai déjà vu passer et ça marque tout de suite. Donc on a un vrai travail, nous, à faire sur l'identification de marque, puisque le sport en tant que tel a l'air de bien prendre. Moi, j'ai fait du parcours pendant 20 ans, donc le sport des Yamakasi. La première fois que mon grand-père m'a parlé d'un truc que j'ai fait, c'est quand il a vu le chase tag sur l'équipe. Il m'a dit j'ai vu des gens jouer à chat, ils ne se rappelaient pas du nom et ils ne savaient même pas que je travaillais dedans. Et que j'ai fait du parcours pendant 20 ans et ils ne se rappelaient jamais du nom du sport. Donc on a un vrai travail sur ça. Nous, on essaie d'aller chercher les gens là où ils sont. Encore une fois, je vais faire un peu écho à ce qui se fait aux échecs. On a de plus en plus de gens qui font une pratique sportive qu'ils ont aussi besoin de partager.
Je pense par exemple à Strava, on va courir, il faut absolument qu'après on partage sur les réseaux sa course. Les échecs, moi de plus en plus je connais des gens qui jouent aux échecs et j'en étais pas au courant avant, mais qui viennent me dire t'es quel elo, t'es où, t'es classé comment. Et donc on essaye nous d'amener ces systèmes un peu de gamification qui viennent peut-être des jeux vidéo, des échecs, on essaie d'aller chercher un peu partout dans les systèmes d'entraînement pour permettre aux gens qui ont besoin parfois de ces motivateurs un peu externes de les avoir, et qui vont pas forcément impacter ceux qui en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'une personne qui aime courir sans Strava peut aller courir et ça n'a pas d'impact. Mais celle qui a besoin parfois de cette motivation, de pouvoir traquer, d'avoir la data, d'être au courant de ce qui se passe, va avoir du mal à se mettre en mouvement sans. Donc nous, on a créé aussi un système de compétition individuelle à l'échelle des clubs, avec un système d'élo en fait, où à chaque manche, on va améliorer son score selon face à qui on joue, selon combien de manches on gagne de suite, selon la fatigue accumulée, selon le temps de repos, et donc tout ça va venir impacter un score élo avec un leaderboard en fait, mondial qui permet de se comparer dans son pays, dans sa région, dans son club, et savoir où on est positionné. Ça fait partie des différentes stratégies qu'on met en place. On en est au tout début, donc est-ce que ça prendra, on l'espère, mais c'est pas encore 100% acté. Et est-ce que la dimension de partage d'équipe, de collectif, c'est aussi un argument pour attirer un nouveau public? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Maxime, Julien. C'est un oui. Ouais. Non, bien sûr, c'est un grand oui. Le collectif, la communauté, c'est ce qu'on cherche à créer. Et pour moi, c'est le meilleur outil de développement. C'est grâce à ça qu'on vit des moments assez particuliers. Donc, nous, l'Aerox, on crée l'événement, mais ce qu'on veut, c'est que chaque petite communauté y vienne et y passe le meilleur moment possible. Julien. Oui, bien sûr. Alors, redites-moi la question. Le partage, le collectif, c'est une clé aussi pour attirer un peu plus de public? Ah oui, bien sûr. Par exemple, les échecs, les Nations Unies, ils ont choisi de dédier une journée mondiale aux échecs. C'est tous les ans, c'est le 20 juillet, et c'est quand même assez unique quoi, de dédier une journée mondiale pour un jeu. Et quand on va sur le site internet des Nations Unies, ils expliquent précisément pourquoi ils ont décidé que le 20 juillet, ce serait la journée mondiale des échecs. Et ils parlent de qualités liées au fait de développer des capacités cognitives, de concentration, etc. Et aussi, c'est un vrai vecteur de paix, je pense, parce que, en fait, peu importe qu'on parle anglais, français, espagnol, on parle avant tout les échecs. Et on le voit, je pense que certains d'entre vous peut-être jouez ici sur chess.com. On voit que voilà, on appuie sur jouer et en 2 secondes, on peut jouer un Français, mais on peut aussi jouer un Indien, qui sont très forts d'ailleurs, ou on peut jouer un Brésilien, on peut jouer un Chinois. Et en fait, on ne parle pas la même langue, mais on parle les échecs. On vit vraiment les mêmes émotions alors qu'on ne se connaît pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très important, et je pense que les échecs, c'est un gros atout qui fait que ça participe à son développement. Par exemple, je ne connais pas forcément bien les autres fédérations, mais je sais que la Fédération française des échecs, elle est bien sûr très liée au ministère des Sports, et depuis, donc comme tu l'as dit, depuis 2022, c'est Fédération déléguataire, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment perçu officiellement comme un sport désormais en France, mais c'est aussi une fédération qui est très très liée à l'éducation nationale. Par exemple, la Fédération française des échecs, elle a lancé un programme qui s'appelle Classe Échecs, et donc ça va aller enseigner les échecs à des centaines de milliers d'enfants dans les écoles. La fédération va apporter le matériel, elle va aussi former les enseignants de l'éducation nationale pour qu'ensuite ils apprennent les échecs à l'école. Et donc on voit bien là que les échecs, en fait, ils ont vraiment bien sûr ce vecteur sport, c'est le thème du jour, mais il y a aussi ce côté très éducatif et pédagogique. On a balayé pas mal de thématiques qui sont passionnantes. J'ai vu aussi dans le public des gens qui ont noté des choses et qui ont sûrement des questions à vous poser. Donc on va faire circuler le micro avec des questions sur le côté. Bonjour. Bonjour. Julien, j'ai une question pour toi. Selon toi, les échecs sont souvent considérés comme un sport de l'esprit, mais pas encore une discipline olympique. Donc, selon toi, est-ce qu'il manquerait aujourd'hui aux échecs Qu'est-ce qui manquerait aux échecs aujourd'hui pour trouver sa place
aux Jeux Olympiques, aux côtés des sports physiques? Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est souvent posée, et les échecs, souvent, ça crée un gros débat. Est-ce que c'est un sport ou pas? Et beaucoup vont dire que c'est pas du tout un sport quand même. Comment ça peut être un sport si on reste assis 5 heures sur une chaise? Je pense qu'il y a quand même un aspect sportif. Par exemple, les grands champions, le top 10 mondial, ils ont tous des préparateurs physiques, ils font tous beaucoup de sport. Et surtout, dans les moments de tension extrême dans un match d'échecs, quand il n'y a plus que quelques secondes à la pendule, les joueurs, quand on prend leur pouls, ils sont à 170 battements par minute, ils sont à un niveau de stress extrême. Et on est très très loin de l'image ennuyeuse qu'on pourrait avoir du jeu. Après, par rapport à ta question spécifiquement, j'ai l'impression que les échecs se dirigent davantage vers l'univers du e-sport pour l'instant que vers l'univers de l'olympisme. Et là, pour preuve, la Coupe du Monde e-sport, où les échecs, en juillet dernier en Arabie Saoudite, ils ont fait leur apparition pour la première fois. Et les performances d'audience, elles étaient très très bonnes. Donc c'est la première fois que les échecs sont à la Coupe du Monde e-sport. Et parmi toutes les disciplines, ils ont fini milieu de tableau en termes d'audience. Ce qui est quand même vraiment top parce que beaucoup de gens on se sont dit pourquoi les échecs sont à la Coupe du Monde e-sport. Finalement, ils sont milieu de tableau en termes d'audience par rapport à des e-sports, des disciplines qui sont là depuis très longtemps dans le e-sport. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers ça, vers le milieu du e-sport que l'olympisme. Une seconde question, peut-être devant. Oui, bonjour. J'ai une question. Peut-être juste devant. Excusez-moi, pardon. Ah, le micro ne marche pas. Moi, j'ai une question qui vient aussi en complément de celle-là pour Julien. C'est que justement, tu disais que de plus en plus les parties étaient courtes et donc du coup, le cardio doit monter beaucoup plus fort. Est-ce que toi, tu as une routine sportive et est-ce que tu la partages aussi? Parce qu'on voit aussi que les enfants pratiquent aussi de plus en plus les échecs, sont de plus en plus sur des tablettes pour jouer. Et est-ce que tu essayes de faire passer des messages sur aussi le mouvement qui est important en complément de tout ce qui est lié au digital? Ouais, c'est clair. C'est vraiment un gros sujet qui est très important parce que beaucoup de gens vont commencer la pratique des échecs via un écran. Et ça va souvent être chess.com. Et le problème, c'est que du coup, c'est les écrans, quoi. Donc, je pense que chess.com, les plateformes digitales, c'est un bon tremplin pour se mettre aux échecs. Parce que c'est quand même extrêmement pratique. Comme tu l'as dit, on télécharge l'application et direct, en 2 minutes, on peut jouer quelqu'un. Par contre, l'enjeu, c'est d'amener les joueurs, et notamment les plus jeunes, vers la pratique présentielle, qui, je trouve, en plus a des bénéfices sociaux et relationnels. On va rencontrer quelqu'un, et aussi on apprend le respect de l'autre. Et perdre devant l'autre, c'est quand même pas facile. Et le faire en présentiel et l'apprendre dès le plus jeune âge que on peut perdre, mais il faut rester respectueux, ou on peut gagner, mais il faut rester humble par rapport à l'adversaire. Ça, c'est très important. Et aussi, quelque chose qui est important, je trouve, dans le jeu présentiel, c'est que, par exemple, le championnat de France des jeunes, qui a lieu tous les ans en avril, ça réunit, je crois, 2000, 3000 jeunes tous les ans. Les matchs débutent à 15h et on a un silence complet pendant genre 3-4 heures. Mais dans la salle de jeu, on a des milliers de jeunes et la moyenne d'âge, elle doit être de 10 ans, quoi. Et donc je trouve ça fou d'avoir des enfants qui sont dans un calme absolu pendant 3-4 heures et sans écran, bien sûr. Parce qu'aux échecs, dans le jeu présentiel, on interdit tous les écrans parce qu'il y a aussi les risques qu'on puisse être aidé de l'extérieur. Et ça, c'est magnifique. Moi, chaque fois, quand je vois le championnat de France jeune et que je vois des milliers d'enfants qui sont sans écran dans le calme pendant 3-4 heures, j'adore. Donc la question, c'est comment faire cette transition et effectivement, à chaque fois, je vais aller militer pour que les gens aillent vers le jeu en présentiel. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées. Les bars d'échecs, j'en ai parlé. Les cafés d'échecs, c'est pas forcément des bars, ça peut être aussi des cafés. Les échecs en entreprise, ça peut être un vecteur pour toucher aussi les adultes. Puis de manière générale, tous les événements en public. Donc, par exemple, ce samedi 11 octobre, la ville de Marseille elle va faire un événement en présentiel sur la Canebière où on va montrer les échecs au grand public. Je vais y aller parce que j'ai vraiment envie de montrer qu'il faut aller franchir le pas du jeu en présentiel et pas juste uniquement le jeu en ligne, quoi. Peut-être une dernière question, 4e rangée.
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Du coup, moi, je suis étudiant à STAPS, je m'appelle Enzo, et j'avais une question qui, du coup, serait croisée pour Julien, Loïc et Maxime. Ça serait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une très belle interview de Victor Wembanyama qui parle justement de son travail, du coup, qui lui est d'être basketteur professionnel, croisé à la notion de jouer aux échecs et qui lui permettait, lui, de l'aider à se concentrer dans des moments où il pourrait être, du coup, oxy, donc où il faudrait vraiment avoir une capacité cérébrale, on va dire, à ce moment-là, de prise de décision très rapide. Est-ce que dans l'autre sens, ça pourrait aussi peut-être aider, du coup, les échecs peut-être pourraient... Pardon, excusez-moi. Est-ce que les sports, justement, pourraient aider les échecs en ce sens-là? Merci. Peut-être Loïc? Non? Allez, je prends la parole. Il faut se lancer. Nous, dans le chess tag, on a beaucoup de joueurs qui jouent aux échecs. On les voit dans les couloirs avant de rentrer, en attendant leur tour, leur match ou autre. Et de ce qu'ils en disent, c'est qu'ils trouvent vraiment un intérêt de prendre de la hauteur. Alors, il se trouve que notre aire de jeu, c'est aussi un carré. On a même des gens qui, des fois, ont superposé un échiquier par-dessus un plan du terrain et en fait s'amusaient. J'ai 3 coups pour venir te choper, etc. Donc, un peu ces logiques-là de ce que je disais tout à l'heure, de comprendre vraiment quel mouvement que je peux faire va impacter ton mouvement et comment je vais t'impacter, comment je peux te mettre dans une position où tu n'auras plus d'échappatoire et comment je suis capable d'anticiper ça des deux côtés. Évidemment, si je laisse le chat être capable de me mettre dans un coin et que je ne peux plus bouger, ça va être un problème. Donc cette capacité à anticiper les coups, à avoir une vraie lecture de jeu, à prendre de la hauteur, c'est quelque chose qui est très intéressant et je pense que en tout cas les pratiquants, nous, de chess tag, ont de vrais bénéfices à aussi croiser avec une pratique d'échecs sans forcément viser à devenir maître, grand maître, avoir un élo très élevé, mais avoir un petit peu ces capacités à lire plusieurs coups parfois d'avance, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour notre sport et je pense qu'il dans tous les cas est bénéfique pour tout le monde, qu'on fasse du sport ou pas. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on va vers l'hybridation des activités. Donc par exemple, effectivement, pour Wembanyama, il disait qu'il utilisait les échecs comme un moyen de travailler sa prise de décision. Alors on pourrait se dire pourquoi il ne joue pas juste aux échecs, mais le problème c'est qu'aux échecs, si on fait que jouer aux échecs, on n'est pas sous une contrainte physique. Donc il le faisait spécifiquement, par exemple, après un gros exercice de cardio, et là il faisait des échecs, parce que du coup on doit prendre des décisions, mais on est sous un niveau de stress et d'intensité physique qui est énorme. Et je trouve que les deux autres disciplines, elles sont vraiment aussi dans cette logique d'hybridation. Par exemple, pour l'Aerox, moi je fais pas mal de muscu, mais je suis très très mauvais coureur, par exemple. Et du coup, une fois, on m'a fait faire un mini tour d'Aerox. J'étais en mode, vraiment, le running, c'est horrible. Et c'est vraiment intéressant parce que ça vient souligner finalement des inconvénients que peut avoir l'activité numéro 1 et parce qu'il faut faire l'activité 2 et vice-versa. Et chess tag, c'est pareil, je ne savais pas qu'en fait, c'est vrai que quand on y pense, en fait, c'est un mélange de parcours. Bien sûr, il y a le jeu du chat et je savais que c'était le jeu du chat, mais le fait qu'on le mélange avec le parcours, et j'en ai vu tellement des vidéos de parcours sur les réseaux sociaux, en fait, ça amène une toute nouvelle dimension parce qu'on a le parcours, mais on a aussi la dimension stratégique apportée par l'activité complémentaire. Et j'ai vraiment l'impression, comme on l'a vu avec le chessboxing, qu'on va vers une sorte d'hybridation des activités et ça crée vraiment des nouvelles activités, des nouveaux sports très intéressants. On va devoir changer de nom, il s'appelait le chess tag maintenant. Ah bah vous m'avez volé la blague. Peut-être une nouvelle hybridation. En tout cas, merci beaucoup Julien Song, Loïc Escarino et Maxime Villalongue pour cette très intéressante table ronde autour des nouvelles consommations du sport.